On dit souvent que les plus belles surprises sont celles que l'on prépare avec le cœur, celles qui n'ont d'autre but que de voir une étincelle de joie s'allumer dans les yeux de l'être aimé. J'ai toujours été ce genre d'homme, un romantique, peut-être un peu démodé, qui croit que l'amour s'entretient par des petits gestes, des attentions imprévues et une présence constante. Ma femme, Sarah, était le centre de ma gravité. Nous étions mariés depuis 7 ans, et pour moi, ces 7 années n'étaient que le prologue d'une vie entière passée à ses côtés. Tout a commencé lors d'un voyage d'affaires à Berlin. Je devais y rester 1 semaine entière pour finaliser un contrat majeur pour mon cabinet d'architecture. C'était épuisant, des réunions interminables, des dîners de travail qui s'étiraient jusqu'au bout de la nuit, et cette solitude pesante des chambres d'hôtel impersonnelles. Sarah me manquait. Son rire, l'odeur de son parfum au réveil, même ses petites manies agaçantes me manquaient. On s'appelait tous les soirs, on s'envoyait des messages tout au long de la journée. Rien ne laissait présager que le sol sous mes pieds était déjà en train de se dérober. Le mercredi après-midi, le miracle se produisit. Le client signa plus tôt que prévu. J'étais libre. Mon vol de retour était initialement prévu pour le vendredi soir, mais une seule pensée m'obsédait. Rentrer. Je voulais la surprendre. J'imaginais déjà son visage s'éclairer quand j'ouvrirais la porte. J'ai réussi à échanger mon billet pour un vol le jeudi matin. Je n'ai rien dit à Sarah. Je voulais que ce soit parfait. Avant de partir pour l'aéroport de Berlin, je suis passé par une petite bijouterie artisanale que nous avions repérée ensemble lors d'un précédent voyage. Elle avait flashé sur un collier en argent avec un pendentif en forme de plume. Je l'ai acheté, soigneusement emballé dans un écran de velours bleu. En montant dans l'avion, je me sentais comme un adolescent avant son premier rendez-vous. J'avais cette excitation nerveuse au creux de l'estomac, cette hâte que seuls ceux qui aiment vraiment peuvent comprendre. Le vol m'a semblé durer une éternité. Arrivé à Paris, j'ai sauté dans un taxi. Le trajet vers notre banlieue résidentielle était interminable à cause des bouchons, mais je m'en moquais. Je regardais par la fenêtre, le sourire aux lèvres, imaginant notre soirée. J'allais commander son plat préféré dans le petit restaurant italien du quartier, on ouvrirait une bonne bouteille de vin et je lui raconterais mes succès berlinois. Je me suis arrêté chez le fleuriste près de chez nous. J'ai pris un immense bouquet de pivoine, ses fleurs préférées. Le fleuriste, qui nous connaissait bien, m'a souri. « Madame va être ravie de vous revoir plus tôt, monsieur Julien. » J'ai ri en acquiesçant. Si seulement j'avais su. Il était environ 15 heures quand je suis arrivé devant notre maison. C'était une journée ensoleillée, calme. Le quartier semblait assoupi. En garant le taxi un peu plus loin pour ne pas être entendu, j'ai remarqué une voiture garée devant l'allée. Une berline noire, élégante, que je reconnus instantanément. C'était la voiture de David. David n'était pas seulement mon collègue le plus proche, c'était mon meilleur ami. On avait grimpé les échelons ensemble au cabinet. C'était lui qui m'avait soutenu lors de mon divorce difficile, lui qui était mon témoin à mon mariage avec Sarah. On partageait tout, nos doutes professionnels, nos parties de squash le samedi matin, nos secrets. Je me suis dit, tiens, David est passé déposer des dossiers ou prendre des nouvelles. Quel bon pote. Je ne ressentais aucune jalousie, juste une gratitude sincère pour cette amitié. Je suis monté sur le perron, le cœur battant, les fleurs dans une main, le cadeau dans la poche. J'ai inséré doucement la clé dans la serrure, faisant attention de ne pas faire de bruit. Je voulais me faufiler dans le salon et crier « surprise ». Mais en entrant, c'est le silence qui m'a frappé. Un silence épais, lourd, presque contre nature. La maison semblait habitée par une atmosphère différente, une sorte de tension invisible. J'ai posé mes clés sur la console de l'entrée, le plus discrètement possible. J'ai entendu un murmure venant de l'étage, un rire étouffé. Mon premier réflexe a été la confusion. Pourquoi David et Sarah seraient-ils à l'étage ? Peut-être regardaient-ils quelque chose dans le bureau, ou peut-être y avait-il un problème avec la plomberie. Mon cerveau cherchait désespérément une explication logique, rationnelle, pour protéger mon cœur de ce qui allait suivre. Je suis monté, marche après marche. Chaque craquement du bois sous mes pas résonnait comme un coup de tonnerre dans ma tête. Plus j'approchais de notre chambre, plus les bruits devenaient distincts. Ce n'étaient pas des bruits de travail, ce n'étaient pas des bruits d'amis discutant de dossiers. C'était une complicité que je connaissais trop bien, une complicité que je pensais n'appartenir qu'à nous. Je me suis arrêté devant la porte de la chambre. Elle était entr'ouverte. Une mince fente de lumière s'en échappait. J'ai senti un froid glacial m'envahir, partant de la pointe de mes pieds pour remonter jusqu'à mon cou. Mes mains ont commencé à trembler si fort que les pivoines ont failli tomber. À travers l'entrebâillement, je les ai vus. Le monde s'est arrêté, littéralement. J'ai eu l'impression que l'air s'était vidé de mes poumons, que mon cœur s'était transformé en un bloc de plomb inutile. Sarah était là, assise sur notre lit, ce lit que nous avions choisi ensemble pour son confort et son design. David était à côté d'elle. Il ne travaillait pas, il ne parlait pas de dossier. Ils étaient dans une bulle de tendresse et d'intimité qui m'était totalement étrangère, et pourtant si familière. Le regard de David sur ma femme, c'était le regard d'un homme amoureux, pas d'un ami, pas d'un collègue. Et Sarah, elle le regardait avec une douceur que je pensais lui avoir inspirée seule. Il chuchotait, des mots que je n'arrivais pas à saisir, mais dont la musique était sans équivoque. C'était la symphonie de la trahison. J'ai senti une nausée violente monter en moi. Ce n'était pas seulement la douleur de voir ma femme avec un autre, c'était le poids de la double trahison. L'homme en qui j'avais le plus confiance, mon frère de travail, et la femme
femme pour qui j'aurais donné ma vie. Il détruisait tout, en une fraction de seconde. 7 ans de souvenirs, de projets, de promesses partaient ainsi sous mes yeux. J'ai poussé la porte. Je n'ai pas crié. Je n'avais plus de voix pour crier. Le bruit de la porte contre le mur a été le seul signal de ma présence. Ils se sont redressés d'un bond, le visage décomposé. Le choc sur le visage de Sarah était tel qu'elle a mis plusieurs secondes à réaliser que c'était vraiment moi. David, lui, est devenu livide, une pâleur de mort recouvrant ses traits. Le bouquet de pivoine a glissé de mes mains et s'est écrasé sur le parquet dans un bruit sourd. Les pétales se sont éparpillés comme les débris de mon existence. « Julien » a balbutié Sarah. Sa voix était un souffle, une prière désespérée pour que ce ne soit pas la réalité. Je n'ai rien dit. Je les regardais, l'un après l'autre. Je cherchais dans leurs yeux un signe de remords, une explication, n'importe quoi qui pourrait atténuer la violence de l'instant. Mais je ne voyais que la honte et la peur d'être découvert. David a essayé de parler. « Écoute, Julien, c'est pas ce que tu crois. C'est la phrase la plus stupide et la plus cruelle qu'on puisse prononcer dans ce genre de moment. C'est une insulte à l'intelligence de celui qu'on vient de briser. Ne prononce même pas mon nom, David, ai-je fini par dire. Ma voix était basse, monocorde, comme si elle venait d'outre-tombe. J'ai sorti le petit écran de velours bleu de ma poche. Je l'ai posé sur la commode à l'entrée de la chambre. Je voulais te faire une surprise, Sarah. Je suis rentré 2 jours plus tôt. Pour toi. Elle a éclaté en sanglots. Des sanglots convulsifs qui m'auraient autrefois brisé le cœur, mais qui, à cet instant, me laissaient de marbre. Tout ce que je ressentais était un immense vide, un gouffre noir qui s'ouvrait en moi. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé. Il ne répondait pas. Il se regardait, cherchant une version des faits qui serait la moins dévastatrice. Mais il n'y en avait pas. Je t'ai posé une question, David. Depuis combien de temps vous vous foutez de moi? C'est Sarah qui a répondu, entre deux hoquets. Quelques mois. Julien, je suis désolé, je ne savais plus où j'en étais. David était là quand tu étais à Berlin, quand tu étais sans déplacement. La logique était implacable. David était mon remplaçant officiel. Pendant que je me tuais à la tâche pour assurer notre futur, pour construire cette vie qu'elle semblait tant chérir, il prenait ma place, non seulement au bureau, mais dans mon propre lit. Toutes les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, avec une cruauté mathématique. Les soirs où David travaillait tard sur un projet alors que je n'étais pas là. Les moments où Sarah me semblait distraite, préoccupée. Les compliments que David faisait sur ma femme avec un peu trop d'insistance lors de nos dîners à 3. J'avais tout ignoré. J'avais eu une confiance tellement aveugle que j'en étais devenu stupide. Je me suis approché de David. Il a reculé, craignant sans doute une réaction violente. Mais je n'avais pas la force de me battre. La violence physique n'aurait été qu'une distraction de la douleur mentale qui me dévorait. Tu étais mon meilleur ami, David. Je t'ai tout confié. Mes espoirs, mes craintes. Tu savais à quel point je l'aimais. Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. On n'a pas voulu ça, Julien. C'est arrivé, c'est tout. C'est arrivé, j'ai répété, l'amertume me brûlant la gorge. On ne trébuche pas et on ne tombe pas par hasard dans le lit de la femme de son meilleur ami, David. C'est un choix que vous avez fait chaque jour, chaque minute, pendant des mois. Chaque fois que tu me tapais dans le dos au bureau, tu savais. Chaque fois que tu dînais à ma table, tu savais. Je me suis tourné vers Sarah. Elle était toujours prostrée sur le lit. Et toi, tu étais ma vie. Tout ce que je faisais, c'était pour nous. Je pensais qu'on était une équipe. Un rock. On l'était, Julien, on l'est toujours. C'est juste une erreur, je te le jure. Ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Ça change tout, Sarah. Absolument tout. Je ne peux plus te regarder sans voir David. Je ne peux plus entrer dans cette chambre sans imaginer ce qui s'y est passé. Tu as détruit notre maison. Ce ne sont pas des murs et un toit. C'était notre sanctuaire. Et tu as laissé un étranger y entrer. Et tout souiller. Le mot étranger a semblé la frapper plus fort que tout le reste. David n'est pas un étranger. C'est ton ami. A-t-elle balbutié? C'était mon ami. Aujourd'hui, vous êtes 2 étrangers pour moi. Je ne vous reconnais pas. Je suis redescendu. Chaque pas était un effort surhumain. Comme si la gravité avait triplé. Je suis allé dans la cuisine. J'ai pris mes clés de voiture. Je ne savais pas où j'allais, mais je ne pouvais plus rester une seconde de plus dans cette maison qui n'était plus la mienne. Sarah est descendue en courant derrière moi, vêtue à la hâte d'un baignoire. Julien, attends. Ne pars pas comme ça. Parlons-en. Je me suis arrêté sur le bas de la porte. Je l'ai regardée. Une dernière fois. Elle était toujours belle, même avec le maquillage coulant sur ses joues. Mais cette beauté n'était plus qu'une enveloppe vide. Il n'y a plus rien à dire, Sarah. Le silence que j'ai trouvé en arrivant. C'était le bruit de notre mariage qui sondait l'âme. Je suis monté dans ma voiture. J'ai vu David sortir de la maison quelques minutes plus tard. La tête basse, fuyant comme un voleur. Il est monté dans sa berline noire et a disparu au bout de la rue. La scène était presque pathétique.
Deux personnes qui s'étaient crues plus fortes que tout, réduites à l'état de fugitifs de leur propre trahison. J'ai conduit pendant des heures, sans but. Le collier que j'avais acheté à Berlin brûlait dans ma poche, même s'il était resté sur la commode. C'était le symbole de tout ce que j'avais été. Un homme qui croyait aux contes de fées. Un homme qui pensait que l'honnêteté et l'amour suffisaient à protéger un couple. La remise en question a été brutale. J'ai repensé à chaque instant de nos 7 ans de vie commune. Était-ce déjà faux depuis le début? Avait-elle jamais vraiment été mienne? Chaque souvenir de bonheur était maintenant empoisonné. Les vacances en Grèce. Les rires lors de nos soirées d'hiver. Les projets d'enfants qu'on commençait à évoquer. Tout était devenu suspect. La trahison a ce pouvoir terrifiant de réécrire le passé. Elle transforme les plus beaux moments en mensonges élaborés. Je me suis demandé si j'avais été trop absent. Si mon travail au cabinet m'avait tellement accaparé que j'en avais oublié de la regarder vraiment. Mais même si c'était le cas, cela justifiait-il de détruire une vie entière? Cela justifiait-il de choisir mon meilleur ami pour me poignarder dans le dos? La réponse était non. Il n'y a aucune excuse pour la lâcheté. Les jours qui ont suivi ont été un lent tunnel de douleurs et de démarches administratives. J'ai emménagé dans un hôtel, puis dans un petit appartement de location. David a démissionné du cabinet 2 semaines plus tard. Il n'a pas eu le courage de me croiser dans les couloirs. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. S'ils sont restés ensemble. Ou si le poids de leur faute a fini par les séparer eux aussi. Je m'en moque. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas d'avoir perdu une femme. On finit toujours par se remettre d'une rupture. Ce qui est insupportable, c'est la perte de l'innocence. C'est de réaliser que ceux que vous aimez le plus sont capables du pire. Que la personne qui dort à vos côtés peut vous trahir avec le sourire. Aujourd'hui, je suis un homme différent. Plus froid. Sans doute. Plus méfiant. C'est certain. Je regarde les surprises avec suspicion. Je ne crois plus aux promesses éternelles. Parfois, je repense à ce jeudi après-midi. À ces fleurs que j'avais achetées avec tant d'espoir. Elles ont dû faner sur le parquet de la chambre. Leurs pétales se desséchant lentement dans le silence de la maison vide. C'est ainsi que se terminent les plus belles histoires d'amour. Non pas par de grands éclats, mais par le bruit sourd d'un bouquet qui tombe. Et le claquement d'une porte qu'on ferme pour toujours. Je suis rentré 2 jours trop tôt. Et ces 48 heures m'ont coûté une vie entière. Mais au moins, je connais la vérité. Et la vérité, même si elle vous brise le cœur, est le seul point de départ possible pour essayer, un jour, de se reconstruire. Je n'ai jamais récupéré le collier. Je l'ai laissé là-bas, sur la commode. Une plume d'argent pour une femme qui n'avait plus d'aile pour voler avec moi. Parfois, la nuit, je rêve encore de ce silence dans la maison. Je rêve que j'ouvre la porte et que Sarah est seule, m'attendant avec un sourire. Mais je me réveille toujours dans ma chambre solitaire, et la réalité me frappe à nouveau. Elle est partie. David est parti. Et l'homme que j'étais est mort ce jour-là, au milieu des pivoines écrasées. Mais la vie continue, n'est-ce pas? On m'a dit que le temps soignait tout. Je n'en suis pas si sûr. Le temps se contente d'ajouter des couches de présent sur les blessures du passé. On apprend à vivre avec la cicatrice, à ne plus passer la main dessus pour ne pas réveiller la douleur. J'ai repris mon travail. J'ai de nouveaux projets. Je suis même retourné à Berlin récemment. Mais cette fois, je n'ai rien acheté. Je n'avais plus personne à surprendre. Et peut-être que c'est là ma seule victoire. Ne plus être cet homme vulnérable que l'on peut briser avec une telle facilité. Je suis blindé. Je suis seul. Mais je suis debout. Et dans ce monde où la trahison semble être devenue une monnaie courante, être debout est déjà une forme de triomphe. Parfois, je croise d'autres hommes avec des bouquets de fleurs dans le métro, le regard brillant d'excitation, pressés de rentrer chez eux pour surprendre leur moitié. J'ai envie de les arrêter, de leur dire de faire attention, de ne pas rentrer trop tôt. Mais je ne dis rien. Je détourne le regard. Tout le monde a droit à son moment d'illusion. Tout le monde a le droit de croire, au moins une fois, que son amour est indestructible. Jusqu'au jour où la clé tourne dans la serrure, et que le silence vous murmure que tout est fini.